l'enregistrement. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence au webinaire concernant le pilotage des données commerciales. Donc, ce webinaire est organisé par les CCI des Pays de la Loire en partenariat avec ADN Ouest qui va se présenter tout à l'heure et CrossData. Donc, c'est la 4e thématique qu'on aborde cette année sur le numérique puisque l'une des missions de la CCI est d'accompagner la transition digitale des entreprises. Donc, ce matin, plusieurs intervenants présents pour vous présenter cette thématique des données. Moi, je suis Julie Acco, je suis responsable de la Ruche Numérique, qui est un service de la CCI du Mans et de la Sarthe. Et donc, on a pour mission, nous, d'accompagner et d'animer la filière numérique en Sarthe, les territoires, les entreprises, les salariés sur toutes ces thématiques-là. On a avec nous Alexis Malabry, qui est chef de projet au sein de la Ruche Numérique et qui travaille sur la mise en place d'événements, d'ateliers, de matinales pour accompagner la transition digitale des entreprises. On a Jean-Marie Sellette qui est avec nous et qui va se présenter juste après. Pierre Girardot, qui est data scientist au sein de CrossData, qui est présent aussi ce matin et qui va nous parler du pilotage des données. Donc de cette thématique qui vous intéresse tous ce matin. Comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver, ce webinaire est enregistré. Donc si vous souhaitez changer votre pseudo, c'est tout à fait possible. Si vous ne souhaitez pas qu'il apparaisse au sein de la présentation, vous pouvez le faire dès à présent. Et puis, on va commencer ce webinaire d'1 heure, timé. Jean-Marie, c'est à toi. Voilà, donc je suis Jean-Marie Sellette. Donc, je suis responsable du programme de transition numérique pour l'association ADN Ouest. Donc, ADN Ouest, nous sommes 600 adhérents. Et l'idée, c'est de proposer au réseau, notamment la CCI, des réponses aux problématiques des entreprises, typiquement des TPE et PME, qu'elles peuvent rencontrer au niveau business et voir comment le numérique peut les aider à accélérer leur activité. Donc, Pierre, si tu veux passer à la slide suivante. Voilà. Nous sommes 600 adhérents et dans ces 600 adhérents, on a des experts sur la data, dont donc CrossData. Et vous pouvez voir qu'on a identifié 7 thématiques sur ce sujet et on se rencontre régulièrement pour faire avancer l'expertise de nos adhérents. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir vous donner des clés simples et vraiment adaptées à vos problématiques, à votre situation, à votre contexte, grâce à Pierre avec des exemples très concrets. Donc, c'est bon pour moi. Alexis, est-ce que tu peux nous présenter les modalités, comment ça va fonctionner, la partie quiz et puis également les questions-réponses? Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Donc, Alexis Malabry, chef de projet numérique au sein de la Ruche Numérique, ça c'est Le Mans-Sarthe. Donc, vous allez avoir des questions donc, sous forme de quiz dans la réunion sur laquelle nous nous trouvons. Ça va apparaître sous forme de pop-up sur l'écran avec la question et les réponses que vous pouvez cocher. Et donc, quand on va avoir une petite bulle avec un point d'interrogation sur la slide, c'est à ce moment-là qu'une question va vous être posée. Donc, il y aura juste à répondre. On attend une dizaine, 15, 20 secondes. Et puis, moi, je vous dirai ce qui en ressort des résultats. Et puis, donc, on vous parlait tout à l'heure que le webinaire, il est enregistré. Donc, on vous enverra par la suite un questionnaire de satisfaction et en même temps le lien vers le webinaire. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour moi. Et donc, on réserve 10 minutes à la fin de la présentation pour pouvoir traiter les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Très bien, écoutez, on va pouvoir démarrer. Pierre? Oui, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Girardot, je vais me présenter un peu plus dans un instant. Le sujet du jour, c'est donc comment piloter son développement commercial avec les données. L'intention de cette présentation, c'est qu'elle soit accessible même aux personnes qui ne sont pas versées dans l'IA, la data tous les jours. C'est de vous donner des outils, essentiellement de vous apprendre à utiliser des outils que vous avez déjà sur votre PC, comme Excel, Power BI, des choses assez simples pour vous aider dans votre performance commerciale. Alors, dans un premier temps, qui suis-je? Alors, comme vient de le dire Alexis, vous voyez qu'en haut à droite, là, il y a un point d'interrogation. Et donc, Alexis va vous proposer une question pour vous présenter donc, dans le formulaire Forms de
de Teams là, qui devrait arriver dans un instant. C'est Alexis, c'est parti, Non, Alexis? Ouais. il va y avoir une pop-up qui s'affiche avec la question. Donc, quelle est votre activité principale? Et vous y répondez en cochant une des réponses et cliquez sur envoyer. Voilà, merci Alexis. Alors, donc en ce qui me concerne, je m'appelle donc Pierre Girardot. Moi, je suis de formation mathématicien et je suis un des 3 associés cofondateurs de la société CrossData. Donc au sein de CrossData, moi, je m'occupe de la direction des projets de conception d'algo et notamment pour l'efficacité commerciale. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il commence à y avoir des premières réponses dans le Forms. Alors, pour l'instant, on a 14 réponses avec une majorité dans le domaine de la vente, enfin non, autre. Alors après, et après, une majorité dans le domaine de la vente. Ensuite, ce suit la direction générale et égalité pour marketing et communication. D'accord, bien enchanté, hein, donc on aura l'occasion d'échanger juste après la présentation. Merci encore d'être là aujourd'hui. Pour vous présenter en 2 slides qui on est chez CrossData. Donc CrossData, on est une société qui est basée à Angers et à La Roche-sur-Yon. On est une dizaine de personnes spécialisées dans la conception d'algorithmes pour simplifier la vie des entreprises sur les aspects commerciaux et industriels. Commerciaux, c'est vraiment la genèse de la société, comment cibler des prospects qui ressemblent à mes bons clients, comment réactiver des clients qui sont sur le départ et détecter ceux qui sont sur le départ, comment proposer des produits adaptés à chaque client. Et puis sur les aspects industriels, on va toucher à tout ce qui est optimisation des process, planification, logistique, colisage, etc. Donc on réalise des algorithmes sur mesure. On est une équipe essentiellement de mathématiciennes et de mathématiciens. Alors ça a l'air de s'adresser uniquement à des grands groupes, hein, dit comme ça. En fait, nos clients sont de tailles très diverses. Effectivement, il y a des grandes entreprises comme, que vous connaîtrez probablement tous, comme Enedis, l'ADEME ou encore Viv3 qui est Harmonie Mutuelle MGEN. Mais il y a aussi des plus petites entreprises sur le ciblage commercial. Par exemple, les Essentiels du Vin à Saint-Laurent-sur-Auban sont 3 personnes qu'on aide sur le ciblage commercial, de leur cible commerciale. Voilà, donc cette présentation, elle se veut aussi et surtout justement pour des entreprises de cette taille ou un peu plus grande, mais qui n'ont en tout cas pas d'énormes budgets sur les aspects data et IA et qui ont pourtant des problématiques commerciales sur lesquelles les data peuvent aider. Le sujet du jour, on l'a découpé en essentiellement 3 exemples que vous voyez en jaune, qui se veulent des exemples concrets. En préambule, on va quand même parler un peu de la data et de l'IA, parce que c'est des mots à la mode. Vous en entendez parler même dans la presse généraliste, en fait, et vous avez lieu de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment pour moi? Donc on commencera par ça. Puis ensuite, on parlera de 3 exemples. Un autour de la conquête commerciale avec Excel et un fichier client, donc quelque chose que tous autour de la table vous pourrez réaliser juste après la présentation. Un autre exemple de conquête marketing avec de l'open data, et puis un troisième, fidélisation commerciale basée sur les fichiers de facturation. Enfin, on terminera par une petite checklist qu'on a réalisée chez CrossData, qu'on aime bien quand on veut aborder un projet de data, des choses à ne pas rater, à ne pas oublier. Cette présentation, elle vous sera envoyée par la suite, hein, donc vous aurez ce support-là entre les mains suite à ce webinaire. Alors, la première question, la data et l'IA, est-ce que c'est vraiment pour moi? Donc on vous a mis une image. Alors quand je la présente aux étudiants, ils savent pas en général de quelle personne j'ai mis la photo, hein. Si vous êtes à peu près du même âge que moi ou au-dessus, vous savez que c'est David Copperfield, donc magicien s'il en est des années 90 à peu près. Pourquoi on met David Copperfield ici? C'est qu'en fait, souvent quand on nous voit arriver, quand nos clients nous voient arriver ou quand on fait des salons, l'IA, en fait, ça leur paraît un peu magique. Et ce côté magique, il y a un côté un peu distant du coup. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est pas quelque chose finalement complètement d'incompréhensible ou sans lien avec mon métier? Alors en fait, oui, c'est vraiment pour vous. Chez CrossData, comme je vous l'ai déjà dit, on accompagne des entreprises de toute taille et même des entreprises de une personne. Et d'ailleurs, une fois qu'on est intervenu auprès de ces entreprises-là, il y a peut-être même un aspect déceptif, un peu comme quand David Copperfield, finalement, vous donne le truc de son tour. Ça ne devient plus de la magie, mais de la prestidigitation. Vous savez faire le tour à sa place et vous dites: «Ah ouais, en fait, c'est juste ça». Effectivement, l'IA, c'est un outil qui vous assiste au quotidien et que vous pouvez tout à fait comprendre et intégrer. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de données pour commencer dans l'IA? C'est une question qu'on nous pose très souvent. Effectivement, quand on lit en particulier, ouais, dans la presse, des exemples autour de, je sais pas, la reconnaissance d'images, par exemple, on entend régulièrement qu'il faut des millions d'exemples avant que l'IA puisse apprendre quelque chose. Et vous vous dites probablement: «Moi, des millions de données, je n'en ai pas dans mon entreprise».
En fait, vous avez besoin d'assez peu de données pour commencer. On va le voir dans les exemples, hein. Bien sûr, on peut faire des choses avec des millions de données. On peut faire aussi des choses avec des milliers, voire des centaines seulement, quelques centaines d'exemples. Il y a une deuxième question ici que Alexis va vous poser dans le chat. Elle arrive, la voici. Voilà. Donc, comment pensez-vous que l'utilisation des données peut aider au développement commercial? Voilà. Et donc sur les Normalement, aspects. Oui, ouais, non, je disais normalement vas-y. plusieurs réponses sont possibles. Ok. Et sur les aspects commerciaux qu'on va voir en particulier aujourd'hui, vous pouvez vous poser cette question parce que vous pouvez vous dire, bah moi, mon fichier client, alors ça va beaucoup dépendre en fait, hein. C'est pas bien sûr parce que vous êtes seul dans votre entreprise que vous n'avez que 1, 2, 3 ou 10 clients. On accompagne des entreprises toutes petites qui ont des milliers de clients ou des milliers de cibles en France. Mais cette question, effectivement, vous avez lieu de vous la poser. Je sais pas s'il y a des premières réponses déjà, Alexis, dans On est le chat. sur 12 réponses à peu près, et celle qui sort un peu plus du lot, c'est tester, mesurer, améliorer mes actions commerciales. Oui. Et après, en ex-aequo, on a déterminé le profil de mes clients les plus rentables et faire gagner du temps à mes équipes commerciales. Ok. Bon, l'avantage de ces réponses, c'est qu'il n'y en a pas de mauvaises, hein. Donc allez-y. Et effectivement, ça commence souvent par la mesure. Et ce qu'on essaye d'optimiser en particulier, c'est la performance, c'est de ne pas aller taper à toutes les portes, mais principalement à celles qui vous intéresseront. Ok. Avant d'enchaîner sur les exemples, donc un petit disclaimer. Donc cette présentation a été réalisée par l'équipe marketing de CrossData, donc qui en particulier se sert de ce genre de technique et s'en servait déjà auparavant, on va dire. Et donc aucun mathématicien de l'équipe n'a été mis à contribution. Pourquoi on vous dit ça? C'est parce que vraiment ce qu'on va vous présenter ne nécessite pas d'avoir fait des études de maths ou voilà, de se souvenir de ces cours de terminale sur les dérivés ou qu'est-ce. Pour vous rassurer tout de suite. Alors, on va partir sur un premier exemple sur la conquête commerciale. Là, votre objectif, ça va être de cibler de nouveaux clients. Alors, par où commencer? Eh bien, en fait, il faut commencer par regarder dans votre propre système d'information. Alors, votre système d'information, ça peut être une base de données, ça peut être un fichier Excel, ça peut être parfois dans votre tête, hein. C'est quelles données j'ai sur mes clients. Parce que les données que vous avez sur vos clients, c'est ça qui va être utile à trouver vos cibles, bien sûr. Par où est-ce que vous pouvez commencer? Alors, l'idéal, déjà, c'est d'avoir un SIRET. Alors, avant que je continue, juste troisième question, pardon. Alexis, je te laisse la poser. Et elle apparaît dans le chat apparemment. Voilà, super. Donc, le SIRET va nous être très utile en fait. C'est le numéro de sécu des entreprises en France. Et à partir de ces informations-là, on peut récupérer tout un tas d'informations. C'est-à-dire que si vous avez rien que le SIRET de vos clients, vous connaissez du coup sa raison sociale, bien sûr. Ça, vous le connaissez normalement déjà, son code NAF. Vous avez accès à des informations autour de sa liasse fiscale. Donc, sa liasse fiscale, si elle est déposée, vous avez accès à son chiffre d'affaires, à ses achats fournisseurs, à un ensemble d'informations bien plus large que ça. En fait, il y en a des dizaines. Son adresse, son effectif, on va revenir dessus. Vous pouvez même avoir accès aux dates et lieux de naissance des dirigeants parce qu'en fait, vous pouvez même récupérer les statuts de l'entreprise dans lesquels vous avez pas mal de détails. Vous pouvez avoir accès, ça c'est de votre côté, à l'historique des achats. Donc de par votre fichier de facturation, volume, fréquence. Alors, où est-ce qu'on récupère toutes ces infos-là? On peut les récupérer dans les listes des CCI. Donc, que ce soit CCI 49, 85, dans chaque département, la possibilité de récupérer des fichiers départementaux. Vous pouvez les récupérer au niveau régional, puis au niveau national. Le BODAC, ça c'est plus pour les liasses fiscales de toutes les entreprises de France. Elles sont déposées donc, dans un système qui s'appelle le BODAC. Et puis, vous avez plein de sites web spécialisés dans la récolte de ce type d'informations qui peuvent vous les distribuer. Alors, comment augmenter ces données-là? Nouvelle question dans le chat pendant que je vous raconte un peu Du ça. coup, au niveau des résultats, on est à Ouais. 50-50. Alors 50-50 entre quoi, Alexis, dis-nous? Entre, donc, avez-vous un SIRET pour chacun de vos clients? Donc, on est 50-50 sur oui et le non. Ok. Sachez que si vous disposez pas du SIRET, généralement vous disposez quand même de l'adresse et du nom de l'entreprise et qu'il y a du coup un ensemble de solutions qui sont disponibles. C'est tout à fait possible de récupérer le SIRET de manière automatique ou semi-automatique. Il faut quand même vérifier à partir des informations de raison sociale et d'adresse du client. Ça peut être Donc, très utile du coup. donc là, on met en place la quatrième question, si c'est bien compris. Merci. Alors, comment augmenter ces données?
une fois qu'on a le SIRET, ou aller chercher des informations en plus. Là, vous pouvez, alors l'annuaire de toutes les données ouvertes en France, c'est le premier lien qu'on vous a mis en haut. Je vous invite vraiment à aller voir, même en tant que citoyen, il y a plein de choses intéressantes, sur data.gouv.fr. Donc, il recense et redirige vers un ensemble de sites web de données ouvertes en France, dont par exemple l'INSEE qui détient la base des entreprises de France, la base Sirène. Dans la base Sirène, on a des informations assez exhaustives, donc on a 21 millions d'établissements fermés ou ouverts qui sont renseignés dedans, mais avec des informations assez frustrantes. Donc on a le SIRET, la raison sociale, l'adresse, l'effectif, l'ancienneté, la date de création en fait, de l'entreprise. Ensuite, on a les bases INSEE. Ça va être intéressant, alors en particulier quand on fait du B2C, parce que ça va nous permettre d'identifier dans des zones, alors dans des zones qui généralement comportent 5 à 10 000 habitants, donc des zones quand même assez précises, différentes caractéristiques sociodémographiques, comme la pyramide des âges, donc savoir si c'est plutôt un quartier de personnes retraitées, d'étudiants, etc. Les revenus médians du quartier, plutôt un quartier aisé, plutôt un quartier modeste, les taux de chômage, et il y a encore beaucoup plus d'informations que ça donc, dans les bases de l'INSEE. Bodac, j'en ai un petit peu parlé, ce sont les données des greffes. Donc on a nom et âge des dirigeants, on a les commissariats aux comptes, changement de structure, capital, on a également les liasses fiscales qui sont déposées dedans quand elles sont déposées. Mais selon les secteurs, enfin nous on trouve des secteurs dans lesquels c'est vraiment très renseigné. Voilà. Comment utiliser Pour les résultats, du coup, excuse-moi Pierre, donc on a à peu près donc, 30% sur la réponse autre, ex-aequo, en avant la base des entreprises, donc Sirène pour le SIRET, data.gouv n'a pas de succès puisqu'on a 0%, 20% pour la base INSEE et Bodac est à 10%. D'accord. Bon. Donc voilà. Bah, effectivement, ça vaut le coup d'aller faire un tour là-dessus parce qu'on on découvre des informations qui sont vraiment à votre disposition gratuites. Et donc, c'est vraiment on trouve ça vraiment très utile au quotidien. Alors, comment maintenant les utiliser, ces informations-là? Bon, l'idée, ça va être assez simple. Si vous imaginez, en gros, il y a 10 millions d'entreprises en France. Avec ces 10 millions d'entreprises, je vais mettre un petit pointeur, voilà. Avec ces 10 millions d'entreprises, il y en a certaines sur lesquelles vous ne ferez jamais aucun chiffre d'affaires avec elles. Ce n'est pas dans votre cible. Là, je parle B2B, hein, bien sûr. Le raisonnement pourrait s'appliquer en B2C aussi, mais là, on va être sur du B2B pour le raisonnement. Donc, il y a des entreprises, vous ne leur vendrez jamais rien, parce que voilà, votre produit ne s'adresse pas à elles. Et puis, il y a des entreprises qui sont des cibles privilégiées, auxquelles vous pouvez vendre beaucoup. Voilà, donc ça, c'est votre potentiel maximal de clients. Et puis, on a mis une petite courbe rouge en dessous. Ça, c'est vos clients actuels. Donc, c'est le chiffre que vous faites actuellement. Okay. Bien sûr, votre objectif, c'est d'aller au plus efficace. Donc, de vous dire, je vais me concentrer sur mes bons clients, ceux qui sont dans le top de ma courbe. Et je vais analyser ces bons clients. Et dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est comprendre les critères qui font que ce sont des bons clients. Qu'est-ce qui fait que ces entreprises cibles-là, qu'est-ce qui les caractérise et qui fait que ce sont des bons clients, pour pouvoir transférer ces caractéristiques-là à toutes les entreprises de France et aller trouver mes bons prospects. Et donc éviter d'aller frapper à toutes les portes qui sont autour et me concentrer sur celles qui sont intéressantes pour moi. Donc là, c'est vraiment une stratégie qui est adaptée vraiment uniquement pour vous, avec votre cible. Alors concrètement, là, on va passer sur le Excel Time. Donc on va ouvrir Excel. On a une première, je les compte plus là, les questions. On a une question suivante, Alexis, à poser dans le Teams. Sur la 5e question qui vient d'arriver normalement. Voilà, et en attendant, donc, je continue. On s'est fait des petites captures d'écran Excel. Ça, je pense que 95% des gens vont comprendre ce qu'il y a devant vous tout de suite. Un Excel avec 2 colonnes. Une colonne avec le SIRET, une colonne avec un score. Alors là, le score, ça va un peu dépendre des clients. Nous, c'est souvent le chiffre d'affaires en fait qu'on va nous donner comme score. Le score, c'est quelque chose que vous avez envie de maximiser. Plus c'est haut, plus c'est intéressant pour vous. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être votre marge. Mais essentiellement, il faut scorer chaque client parce qu'il faut pouvoir quantifier qu'est-ce qu'un bon client, qu'est-ce qu'un client moyen, qu'est-ce qu'un petit client. Donc vous voyez que là, les clients qui ont le meilleur score, ce sont mes 3 là qui sont dans les lignes 7, 8, 9 ici. Ils sont à 25 000 €, imaginons, de chiffre d'affaires ici. Je ne sais pas s'il y a des premières réponses dans le chat, Alexis. Alors si du coup, à 67%, on est sur Excel et Google Sheets. Visualisation de votre CRM ou ERP, donc on a 27%, autres à 0, Power BI à 7% et Business Object à 0%. Et on a 13.
OK. Donc là, essentiellement, on a choisi de se concentrer sur Excel parce que même si vous avez des choses plus complexes, donc par exemple des données qui sont dans le CRM, vous pouvez toujours les exporter et les utiliser dans Excel et croiser avec les données, ce qu'on va vous montrer derrière, même si au départ le CRM nativement ne vous permet pas de le faire dans le CRM. Et puis Power BI, effectivement, vous pouvez aller plus loin avec Microsoft Power BI qui doit être inclus dans la plupart des licences Office 365 maintenant, qui est très intéressant. Donc à partir de ces données-là, vous voyez 2 colonnes, donc c'est pas grand-chose. On va aller maintenant augmenter les données. Alors, augmenter les données, ça veut dire quoi? Ça veut dire rajouter des informations sur ces entreprises-là. Ça, ce sont les informations qu'on a pu récupérer depuis la base Sirène. Donc, on a les mêmes lignes, hein, c'est toujours vos clients, là. On est allé rajouter la raison sociale quand on l'avait. Est-ce que c'est le siège ou pas? Donc, on a cette information-là aussi dans la base Sirène. Est-ce que l'établissement est actif ou pas? On peut avoir des clients qui ont fermé depuis, des anciens clients qui ont fermé depuis. L'adresse, la date de création, là on devine à droite l'effectif de l'établissement, vous voyez 3 à 5 salariés, 50 à 99 salariés. Donc ça, ce sont des informations qui sont publiques et entièrement gratuites. On peut les récupérer. Donc pour résumer, ce sont ces infos-là. SIRET, code NAF, donc activité de l'entreprise, département, effectif de l'entreprise par tranche, est-ce que c'est les sièges ou non, date de création et localisation. Voilà. On est dans Excel et on va bêtement faire un tableau croisé dynamique. Alors, tableau croisé dynamique, ça va être d'aller analyser pour chaque client combien on a de représentants. Donc là, on va aller sur les départements. On a les départements maintenant dans notre fichier Excel. Donc, on est capable de savoir le nombre d'entreprises dans notre fichier client par département. Et on est capable aussi d'estimer la somme des scores. Donc là, alors il y a marqué somme de score, en fait, on a fait la moyenne, excusez-moi. Donc on a sur le 85, un seul représentant, mais qui nous fait 25 000 € de panier moyen. Sur le 44, on a 4 entreprises clientes qui nous font un panier moyen de 12 000. Et sur le 49, 5 représentants, 5 clients, qui nous font un panier moyen de 17 000. On fait ça sur le département, on peut faire ça bien sûr aussi sur l'effectif. Sur l'effectif, ça va être assez intéressant ici. On va voir que sur les entreprises de 20 à 49, on fait de très bons scores. Sur les entreprises encore un peu plus grandes, de 50 à 99, on fait de très bons paniers moyens. Par contre, sur les entreprises plus petites, donc soit les entreprises unités non employeuses, donc pas de salariés, ou 3 à 5 salariés, on fait des paniers moyens plus petits, donc 9800, 9100. Okay. Donc là, on se dit, bon, je vais plutôt aller cibler des entreprises de plus de 20 salariés. Et ce raisonnement, on peut l'appliquer enfin, alors je dis enfin, non, il m'en reste 2, sur l'âge de la société. Sur l'âge de la société, même exercice, par tranche, on va regarder le panier moyen. Donc là, j'ai utilisé juste le système de coloration, encore une fois, d'Excel, hein, pour se rendre compte que les tranches d'âge de société qui nous intéressent le plus, donc en termes de clients chez nous, ce qu'on constate vraiment factuellement, c'est que ce sont les entreprises qui ont entre 5 et 15 ans qui nous font les meilleurs paniers moyens. D'accord? Là, c'est assez net. Et enfin, sur le NAF, donc dans mon panier client, c'est vrai que je n'avais pas parlé sur l'exemple là, du type d'entreprise qui était adressée. Donc là, l'entreprise qui nous concerne dans l'exemple adresse des artisans. Ceux qui vont nous intéresser le plus, c'est tout ce qui est travaux de revêtement de sol. Donc par exemple des carreleurs, travaux d'installation d'équipements thermiques et de clim, donc chauffagiste, climatisation. Là, dans les deux cas, on est à 20 voire 25 000 € de panier moyen. Donc à partir de ces quelques informations, je répète qu'on a récupéré depuis la base Sirène gratuite, tableau croisé dynamique dans Excel, un petit peu de coloration, on se rend compte que finalement, notre cible, dans les plus intéressantes, les premiers qui seraient à aller voir, et aller peut-être confirmer hein, ces faits-là, puisque finalement, on n'a pas beaucoup de clients là, dans notre base aujourd'hui, hein, ça serait d'aller voir sur la Vendée, des entreprises qui ont entre 5 et 15 ans, qui ont entre 20 et 100 salariés, et sur les NAF qui sont les meilleurs, donc c'était les carreleurs et les chauffagistes climatiseurs. Nouvelle question dans le chat, Alexis, je te laisse officier. Et là, l'idée, donc sur cette cible-là, comme vous avez vu, dans mon fichier client, on a volontairement pris un exemple avec peu de clients. Vous pouvez le faire bien sûr avec beaucoup plus, et ce sera d'autant plus pertinent, là, statistiquement, je reprends ma casquette de mathématicien. Mais du coup, ça va nous permettre d'aller au moins confirmer
et avec des faits que, effectivement, cette cible est la meilleure. Donc l'objectif, ça va être d'aller ensuite cibler des entreprises qui sont similaires, des prospects qui sont similaires à ces meilleurs clients-là. Je ne sais pas s'il y a des premières réponses dans le chat, Alexis, n'hésite pas si ça arrive. S'il y a quelques réponses pour l'instant, celle qui ressort du lot, c'est le service vente. Et bon, ex aequo avec marketing, marketing et direction générale sont ex aequo pour l'instant. Ok. Alors, comment on va aller cibler les similaires? On va reprendre une liste CCI. Alors là, on n'avait que celle du 49. Donc, on s'excuse pour tous les autres départements présents aujourd'hui. On a pris la liste CCI Maine-et-Loire. Et donc, CCI Maine-et-Loire, on va aller tester en fait notre cible là qu'on vient de définir. Et donc, prendre le NAF concerné ou les NAF concernés et les sociétés qui correspondent à nos critères qu'on a mis pour info là en haut à droite. Donc là, on a trouvé 10 sociétés qui correspondent à nos critères. Donc, pour affiner un peu, là, on n'avait pas l'âge des sociétés dans le fichier. On peut trouver l'âge facilement sur société.com. Là, on a 10 sociétés, donc c'est assez facile à vérifier. On n'a pas à aller chercher l'âge pour toutes les entreprises, bien sûr, du fichier CCI. On peut simplement y aller sur cette pré-cible de 10 sociétés. Et donc, à partir de là, on a une cible de prospects qui correspond à nos meilleurs clients et donc auprès desquels on peut aller maintenant se mettre au boulot. Donc, les contacter. Alors, comment on les contacte? Eh bien, alors, là, notre philosophie, en fait, nous, c'est de ne pas changer votre processus, hein. Vous avez un processus commercial. Là, on est juste dans le ciblage. On fournit des leads. Après, l'équipe commerciale fait son job. Alors, ça peut être louer une base de données, faire appel à son réseau, préparer son salon en envoyant des invitations, simplement prendre son téléphone. Voilà. Donc, tout ce que vous faites habituellement au sein de votre équipe commerciale. Comment aller plus loin que ça? Parce que vous pouvez vous dire: «Bon, ça, c'est un petit peu empirique, ça nous a servi au début, ou on le fait déjà». Comment on peut aller plus loin? Alors bien sûr, si on veut, on peut aller sur des techniques plus évoluées, faire de la data science. On a des infos sur 10 millions de sociétés en France, ça va être compliqué à rentrer dans Excel. On peut utiliser des algorithmes de rapprochement, donc on a mis un peu de termes techniques, des algorithmes de clustering type K-means ou de prédiction comme des régressions linéaires. On peut aller afficher tout ça sur une carte, aller cibler, comme vous voyez ici sur cette carte, dans des départements qu'on ne connaît pas encore, appliquer ce genre de technique et afficher des points rouges qui sont des prospects en rapport avec notre base client qui est ici en bleu là. Supposez qu'on travaille aujourd'hui uniquement dans les Pays de Loire et qu'on voudrait s'étendre dans notre département, on applique ce genre de technique de manière automatique là du coup. Et donc là en l'occurrence une capture d'écran de l'outil que nous on utilise chez CrossData et qu'on développe qui s'appelle CrossData Catch. Donc on peut même en fait prédire, si on veut aller plus loin, prédire un panier moyen par contre, c'est-à-dire pas uniquement le fait que ça sera un bon prospect, mais prédire le panier moyen qu'il devrait faire en fonction des critères de cette entreprise-là. C'est-à-dire en fonction de ses caractéristiques, en rapprochant ses caractéristiques de mes clients actuels. Et dans celui-là, il ressemble beaucoup aux 10 autres similaires qu'on a eu cette année, et donc il devrait faire tel panier moyen. Donc on peut aussi aller plus loin là-dessus. Donc j'en suis à la fin du premier exemple. On va passer sur le deuxième. Là, on n'est plus sur du B2C du coup. Et c'est un exemple sur la publicité sur les réseaux sociaux. Comment on peut améliorer la performance, donc essentiellement le coût au clic, de la pub sur les réseaux sociaux. On est sur un exemple complètement différent. On va s'imaginer que vous vendez des articles de jardin de haute qualité. Donc vos clients, ils ont un jardin qui ressemble à celui-là, donc plutôt sympathique. Et donc on va essayer d'aller cibler des clients qui sont dans votre cible, qui sont dans ce type d'extérieur-là. Alexis, je te laisse poser la question dans le chat. La question que vous pouvez vous poser du coup, si vous voulez les cibler via de la pub sur Internet, ça va être où habitent mes clients? Parce qu'en fait, quand vous allez faire de la pub sur Facebook, vous pouvez la régionaliser. Donc vous pouvez cibler quelques localisations et pas cibler toute la France. Et donc de cette manière-là, ne pas montrer et du coup payer de la pub Facebook à des gens qui ont aucun intérêt pour vos produits parce qu'ils n'ont pas de jardin, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer effectivement les produits que vous vendez. Donc cette question-là, n'hésite pas à intervenir Alexis, hein, s'il y a des réponses. Ouais, il y a quelques réponses, pas beaucoup pour l'instant, mais ce qui ressort, c'est pas de dépenses. Ok. Et Facebook reprend la main. Ah, Facebook revient, ok.
Alors, le raisonnement qu'on va avoir, c'est de se dire où peuvent habiter ces clients-là, dans quelle localité. Comme je vous ai dit, dans la base INSEE, on a plein d'infos sur toutes les communes de France et même à un niveau plus détaillé que les communes, sur ce qu'ils appellent des iris, c'est-à-dire en gros sur des villes plus grandes. Les communes vont être subdivisées en des îlots de 5 à 10 000 habitants sur lesquels on a des infos assez précises. Où on s'est posé la question de où habitent mes clients et on s'est dit on va cibler les localisations, les communes ou les îlots dont je viens de vous parler, qui sont les 20% les plus riches de France, les 20% les moins denses. Alors pourquoi les moins denses? Parce qu'on n'avait pas d'infos sur les jardins. Et donc en fait, on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qui est le proxy, la chose le critère le plus proche pour identifier ceux qui ont des grands jardins et cibler les communes qui sont les moins denses. Donc on va prendre les 20% les moins denses. Et puis les 20% avec le plus de résidences secondaires. Donc là, on est bien plus sur du ciblage d'entreprise, hein, mais sur du ciblage là, de localisation. Et comment on allait augmenter les données ce coup-ci? Avec les données qui sont au centre de l'écran, là en bleu, la base INSEE. Donc on a récupéré les revenus médians, le nombre de résidences secondaires et la densité par habitant dans chacune des localisations, c'est-à-dire le nombre d'habitants en kilomètre carré. Donc on a croisé ces trois critères-là pour faire ressortir les localisations dans lesquelles il fallait envoyer ma pub Facebook. Donc, cibler la publicité uniquement dans ces communes, ça permet quoi? Ça permet essentiellement de faire en sorte qu'il n'y ait pas des personnes complètement en dehors de votre cible pour lesquelles vous payez de la publicité, de la mise en avant de vos produits. Donc, on a trouvé, en gros, donc il y a 36 000 communes en France. Nous, on en a trouvé un peu moins de 2000. Donc oui, beaucoup moins, sur lesquels qu'on va injecter dans Facebook et pour lui dire de cibler en priorité sur ces localités-là. Donc grosso modo, si vous voulez vous le représenter graphiquement, donc on prend la carte de France et on va aller cibler. Donc ici, c'était sur les communes qui avaient à la fois des forts revenus, des faibles densités. Vous voyez pas mal de communes sur le littoral, tout ce qui est près de la frontière suisse, la région parisienne, sauf Paris, vous voyez, qui est au centre, qui a été exclu parce qu'effectivement, Paris, c'est pas parmi les villes les moins denses de France. Donc ça nous permet simplement de cibler et de ne pas envoyer la pub dans d'autres endroits que ceux sur lesquels vous avez des ronds là. Les couleurs correspondent juste aux régions là. C'est pour faire ressortir les régions, il n'y a pas d'autre signification que ça. Alors en pratique, qu'est-ce que ça a eu comme impact là pour ce client-là, parce que c'était un cas réel. Il y a eu un coût du clic qui a été en baisse de plus de 90%. Donc une assez importante amélioration de sa performance sur ces concepts-là. Si on veut aller plus loin que ça, alors ça c'est des techniques qui s'appliquent aussi au B2B. On a essayé de chercher des exemples qui s'en rapprochaient. Ceux qui nous y ont fait penser, c'est donc on avait fait assez récemment, c'est autour du milieu agricole. Donc on a utilisé les mêmes technologies, les mêmes idées, avec des données issues des cultures agricoles, pour modéliser le chiffre d'affaires qu'on devrait faire dans chaque département et mieux cibler la communication. Là, ce que vous voyez sur la carte de France, c'est des zones plus ou moins vert foncé. Plus on est vert foncé, plus on a un potentiel commercial. Donc, plus on a envie de cibler ces départements-là. Et on peut même prédire le CA moyen par département et ensuite zoomer sur le département et puis identifier qui contacter. Donc, on peut aussi aller plus loin avec ce type de techno. Donc j'en ai fini avec mon deuxième exemple. Je rappelle que vous pourrez poser des questions après la présentation. On vous ouvrira le micro, donc notez-les et on pourra y revenir. Oui, pour l'instant, on n'a pas de questions, donc n'hésitez pas. Comme ça, moi, j'aurai déjà des premières tendances. Allez-y, allez-y. Merci Jean-Marie. Alors troisième exemple, troisième et dernier, fidélisation commerciale. Donc là, le sujet, c'est j'ai des clients, certains risquent de partir et j'aimerais les détecter avant qu'ils partent. Je veux les relancer au bon moment. Je veux relancer mes clients au bon moment, ne pas les relancer trop tôt, ne pas les relancer trop tard. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un ensemble d'infos sur mes clients, mais moi, je ne sais pas les différencier. Je ne sais pas détecter ceux qui sont en risque de départ. D'accord ? Comment je peux détecter ça? On va essayer de se baser sur des choses assez simples, du moins des informations que normalement tout le monde a dans son entreprise. Sinon, il y a de plus gros soucis normalement, c'est la facturation. Donc normalement, vous avez tous dans votre système d'information les factures d'enregistrer sur chacun des clients avec leur montant, quel client ça concerne, à quelle date la facture a été mise. Juste avec ces informations-là, on va essayer
de détecter les risques de départ et de cibler un peu la communication. Alors comment on va faire ça? On va utiliser une technique qui est assez connue en marketing, mais pour autant qu'on n'a pas vu beaucoup utiliser en pratique, mais qui est assez efficace, qui s'appelle le RFM. Alors ça n'a aucun lien avec la radio, mais voilà, il est tôt le matin, donc pour réveiller un peu l'assistance, on vous a mis le logo quand même. Donc ça va se baser sur 3 critères qui s'appellent donc R, c'est recency. Depuis combien de jours mon client ne m'a pas acheté? Quelle était la date de son dernier achat? F, c'est la fréquence, combien d'achats sur la période. Alors souvent, on va prendre des périodes de 12 mois glissantes, mais ça peut dépendre un peu de votre business. Et M, c'est monétaire, donc c'est le panier total. Quel est le montant total d'achat qu'il a fait sur la période, donc sur 12 mois, disons. Sur chacune de ces métriques-là, le R, le F, le M, on va diviser l'ensemble de vos clients en 4 groupes. 4 groupes de taille égale, 25%, 25%, 25%, 25%. Donc, ceux qu'on va appeler les R1, ce sont les 25% des clients qui ont acheté le plus récemment. Ceux qu'on va appeler, par exemple, les M4, c'est les 25% des clients qui ont fait le panier total le plus bas de l'ensemble de vos clients sur l'année. Donc, on va avoir R1, R2, R3, R4, F1, F2, F3, F4, etc. Alors, On va faire juste tous. petite Ouais. parenthèse, Pierre, du coup, pour les résultats, ce qui ressort, c'est au quotidien avec un CRM. Ensuite, son ex-aequo, si je ne me trompe pas, la newsletter, et pas beaucoup, carte de Ok. vœux 0% et appel de temps en temps à 9%. Donc voilà. D'accord. Merci Alexis. On va faire tout ça dans Excel. Donc tout ça se fait assez facilement dans Excel. Donc on s'imagine qu'on a extrait votre fichier de facturation, enfin on a fait un export Excel du fichier de facturation et que sur chaque client, on s'est débrouillé pour récupérer depuis le fichier de facturation le nombre de jours depuis la dernière facture. Donc là, le premier client, ça fait 10 jours qu'il n'a rien commandé. Le nombre de factures sur la période, donc disons 12 mois. Le premier client, il nous a fait 9 factures en 12 mois, 9 achats en 12 mois. Et puis le montant total d'achat sur les 12 mois. Donc le premier, 10 000 euros. On peut commencer par utiliser simplement le système de coloration d'Excel pour essayer de se rendre compte de qui sont un peu mes meilleurs clients. Vous voyez, clairement, le client 1 ici nous a fait 10 factures. Client 10, il a dû avoir un souci puisqu'il a 20 factures, il en a plus. Donc là-dessus, c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de calculer ces RFM parce que ça va nous permettre de nous rendre compte s'ils sont dans le top 1, top 2, top 3, flop 4. Et là, en l'occurrence, sur la récence, on se rend compte que les clients qui nous ont acheté le plus... Ah bah non, c'est moi qui m'étais trompé, excusez-moi. La première colonne, c'est le nombre de jours depuis la dernière facture. Donc effectivement, c'est mieux d'être à 10 qu'à 20. Il est encore un peu tôt, excusez-moi. Et donc, on se rend compte que le premier client, il est dans le top 1, c'est-à-dire qu'il est dans les 25% des clients qui m'ont acheté le plus récemment. Alors que le client 5 ici, ça fait 50 jours qu'il n'a pas fait de commande, ainsi que le suivant 60 jours. Vous voyez qu'ils sont dans le R4. Donc ceux-là, ils sont dans les 25% des clients qui m'ont acheté le plus loin dans le temps. Ça fait très très longtemps qu'ils ne m'ont rien acheté. Sur la fréquence, même chose. Là, ceux qui sont dans le 1, on voit que le client 5 ici, c'est dommage, ça fait longtemps qu'il n'a rien acheté, mais il m'a fait beaucoup de factures. C'est un client qui était très fidèle. 30 factures sur l'année. Donc il est dans le F1. Et pareil sur le M. Donc le M1, ça va être les clients qui font les plus gros montants, on les voit en vert ici. Alors, ça fait beaucoup d'infos. Maintenant, comment on les regroupe et comment on rend ça utile? On va se donner une grille de lecture. Donc là, on met les critères R, F, M les uns derrière les autres. Quand on a un sur les 3 critères, donc on a 1, 1, 1, bien sûr, on est un des meilleurs clients. On est un client fidèle quand on a un F1. Donc quand on a un 1 au milieu, là, vous voyez, les 2, 1, 1, les 2, 1, 2, les 2, 1, 3. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup, ce sont les bons clients perdus et les bons clients quasi perdus. Ce sont des clients qui ont F1, M1, donc ils nous achètent fréquemment et beaucoup, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas acheté. Soit ils sont en 3 au niveau de la récence, on appelle ça des bons clients qui sont quasiment perdus, ou soit ils sont carrément en 4, donc là ils sont vraiment dans la queue de peloton, et là on appelle ça des bons clients perdus. Donc pour la réactivation, on va pas mal se concentrer sur cela. Et en particulier, sur notre exemple dans Excel, vous voyez qu'on a le client 5 qui est en 4, 1, 1.
Donc celui-là, il faut vraiment le contacter parce que ça fait longtemps qu'il ne nous a pas acheté et pourtant, il nous achetait fréquemment et beaucoup. Voilà. Donc vous voyez que très rapidement, très rapidement et dans Excel, on est capable de cibler des clients à réactiver. Alors on peut aller encore un peu plus loin, donc là, je vous laisserai regarder un peu ce graphique à tête reposée, mais essentiellement, si on met la récence de ce côté-là et la fréquence ou le M monétaire de ce côté-là, on peut identifier différentes catégories de clients et différents types d'actions. Les clients loyaux, les nouveaux clients qui se retrouvent ici, les champions qui se retrouvent là. Donc ce graphique est vraiment assez éclairant. Juste quand vous le regardez, faites attention au fait que, ils ont choisi de ne pas utiliser 4 catégories, donc 1, 2, 3, 4, mais eux, ils en utilisent 5. Et autre chose, ils les classent dans l'autre sens, ce qui est assez peu commun, mais c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est-à-dire que ceux qui sont à 5 sont dans le top, et ceux qui sont à 1 sont dans le flop. Voilà, donc faites bien attention à ça. On s'en rend vite compte parce que les champions sont en haut à droite. Alors, résultat des courses, je peux relancer mes clients au bon moment et identifier ceux à risque de manière automatisée. Puisque dès qu'un client va passer, si vous faites cette analyse-là tous les mois, par exemple, ou toutes les semaines, enfin, ça va dépendre de votre business, vous pouvez identifier ceux qui sont en meilleur client, ceux qui étaient en meilleur client le mois dernier, et qui ce mois-ci viennent de passer à bon client quasi perdu, par exemple. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant de les recontacter. Donc, comme sur les autres exemples, comment aller plus loin si vous utilisez déjà ce genre de technologie ou simplement que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez croiser les informations de facturation avec les open data. Donc, en plus d'avoir des informations un peu statistiques là sur le R, le R, le R, le F, le M, vous pouvez croiser ça avec par exemple les infos de la base sirène qu'on a vu tout à l'heure, l'effectif, le secteur d'activité, et aller identifier, comme on le voit ici, les sous-performeurs et les sur-performeurs, c'est-à-dire ceux qui, par rapport aux entreprises de même type, vous achètent moins que leurs petits copains, donc ça c'est les sous-performeurs, ou les sur-performeurs, ceux qui, par rapport aux entreprises de même type, par exemple même NAF, même effectif, vous achètent significativement plus. Donc ça c'est aussi une autre manière de faire qui est un peu plus fine et qui vous permet de faire le même genre d'analyse, mais plus ciblé par type d'entreprise. Donc l'heure avance. Avant de terminer, une checklist et un avis ferme de cross-data. Donc ça, c'est une petite checklist si vous voulez vous lancer sur des sujets autour de la data et de l'IA en général, mais en particulier sur les aspects commerciaux. Première question à se poser, quels sont les problèmes que je veux résoudre pour mon business? Ça, c'est pas une question technologique du tout. C'est vous, quel est votre problème du moment? Quel est le problème le plus important que vous avez à résoudre? Et deuxième question, est-ce que les données peuvent me servir à répondre à mon problème? Est-ce que je peux améliorer les choses avec les données? Si oui, est-ce que ces données-là sont disponibles? Est-ce qu'elles sont propres? Et quel est leur coût aussi? Et puis, quelles équipes je vais mobiliser en interne? Tout ça va prendre un peu de temps et il faut mobiliser les équipes et l'ensemble des parties prenantes dès le départ du projet si on veut bien s'assurer qu'à la fin, le projet est adopté et qu'il ne tombe pas du ciel comme ça une fois qu'il a été réalisé. Quelle enveloppe budgétaire? C'est important de bien chiffrer l'enveloppe que vous avez, le budget que vous avez, vis-à-vis de combien ça va vous faire gagner, en fait, et que les deux soient bien en face. Et puis, quel timing pour ce projet? Le timing, ça va être particulièrement important parce que si le projet prend 1 an à être réalisé, en fait, tout le monde va se fatiguer. Il y a peu de chances qu'il soit adopté, qu'il sorte et que les gens l'utilisent. Donc, essayez d'avoir des timings. Nous, on aime bien faire des timings de, en gros, 2, 3, 4 mois grand max, en général autour de 3. Quitte à sortir des choses intermédiaires, des projets intermédiaires qui font déjà 60-80% du travail. Ça va permettre de dynamiser, de donner un rythme au projet. Et puis, interpréter les résultats, c'est-à-dire ne faites pas confiance comme ça à l'IA ou à n'importe quelle méthode statistique juste parce que ça a l'air magique. Confrontez ces résultats comme si c'était une personne qui vous les soumettait. Et donc, interrogez-les et mettez-les en action. S'ils paraissent bizarres, vous revenez en arrière et vous essayez de comprendre pourquoi ces choses-là paraissent bizarres. Et puis enfin, ça a l'air c'est que du bon sens, mais choisir un projet facile au début et pas une usine à gaz. Effectivement, on est face aujourd'hui à une avalanche de technologies, mais en vrai, ce qui est important, c'est d'avoir rapidement des choses qui rapportent
et qui sont faciles à adopter. Donc, choisir un projet facile au début, ça va permettre de convaincre un premier cercle d'utilisateurs qui vont à leur tour aller en convaincre un deuxième. Et donc, ne commencez surtout pas par l'usine à gaz. Aujourd'hui, on a toutes les technologies à disposition, mais il faut vraiment vous concentrer sur ce qui va être utile pour les personnes dans l'entreprise auxquelles vous voulez rendre service. Il reste juste une phrase, donc, qui est un peu notre philosophie chez CrossData, c'est que l'humain, il reste au centre des actions. Donc la data et l'IA, ce sont des technos qui sont là pour vous aiguiller quand il y a trop de paramètres, mais c'est bien de l'aide à la décision et c'est l'humain qui reste au centre de l'action. Donc gardez bien ça en tête. Nous, on le garde en tête dans nos projets et on y est très vigilant. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. J'espère que vous aurez des questions. J'aurai plaisir à échanger avec vous et je vous remercie d'être là et pour votre attention. Merci Pierre, timing parfait, on avait répété, donc, il est 48, il nous reste une dizaine de minutes. Pour débuter, on a une précision qui est demandée par Véronique Cardena. Quelle était la source pour l'exemple sur les cultures agricoles? Ah oui, alors pour l'exemple sur les cultures agricoles, la source c'est l'IGN. L'IGN recense l'ensemble des parcelles agricoles et pour chaque parcelle agricole en France, il y en a 9 millions. Chaque année, vous dit le type de culture agricole qu'il y a dessus. Donc l'IGN, c'est l'Institut de géographie nationale. Et vous pouvez le trouver, enfin vous tapez IGN dans Google et vous allez retrouver ça. Très bien, donc là on peut répondre aux questions qui ont été posées dans les chats. Pour l'instant, j'en ai reçu une. Et également, on peut aussi vous ouvrir les micros si vous souhaitez intervenir voilà, de vive voix. Donc la question qui a été posée, c'était est-ce que HubSpot est un outil intéressant? Donc entre parenthèses, il est gratuit, mais on va dire qu'il est gratuit au début, et ça peut être jusqu'à 81 € par mois si on fait tout ce qui est, je pense, campagne marketing. Donc attention aux offres freemium. Donc, est-ce que l'outil HubSpot est intéressant pour construire un CRM? Donc, HubSpot, c'est un CRM. On peut peut-être déjà répondre à la question comment utiliser les datas de son CRM? Oui. Alors, sur le choix du CRM, j'aurais bien du mal à vous aiguiller. Bon, pour info, on utilise HubSpot chez CrossData, voilà, on en est très content. Mais ça, en fait, ça ne fait pas tout et en particulier, ça ne fait pas les choses dont on a parlé ici. Donc ça n'empêche pas qu'on peut exporter les données d'HubSpot dans Excel et refaire tout ce qu'on a fait et nous, on le fait régulièrement. Mais effectivement, la base, souvent, c'est d'avoir un processus commercial et souvent ça passe aujourd'hui par avoir un CRM parce que c'est le cœur de la centralisation de l'info commerciale dans l'entreprise. Et souvent, quand on n'a pas ça et qu'on a plusieurs commerciaux dans l'entreprise, c'est difficile d'avoir accès à une info de qualité, pertinente, fiable sur toute l'activité commerciale. Mais cela dit, dans la plupart des exemples qu'on a cités, on se basait essentiellement sur le système de facturation. Hein. Donc là-dessus, on n'a pas besoin de HubSpot pour facturer. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question. Alors oui, c'est vrai que nous, que ce soit la CCI ou ADN West, quand on fait nos actions de sensibilisation, on se rend compte qu'encore trop souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de CRM. Donc on peut imaginer aussi la difficulté pour collaborer entre le service administratif, le service des ventes. Donc pour vous, au niveau de la culture data, est-ce que le CRM, c'est une grosse étape? Souvent, en fait, c'est vrai que quand on arrive dans des entreprises, on se rend compte que quand il n'y a pas eu de CRM quand il n'y a pas de CRM, on se pose des questions sur l'utilisation qui va être faite de ce qui va sortir des outils que j'ai présentés. Parce qu'effectivement, souvent aujourd'hui, un processus commercial, nous on ne va pas le modifier, hein, mais ça peut être un indice qui nous montre que finalement, il y a des besoins avant la data et les stats. L'étape d'avant, c'est souvent d'avoir un processus commercial et souvent avec un CRM. Ouais. Donc la plupart du temps, effectivement, on constate ce que tu dis. Ouais. Et puis après, moi, ce que je peux répondre sur la partie choix d'un CRM, faut vraiment partir de vos besoins. Et puis, ça peut être aussi d'échanger avec des confrères qui auraient les mêmes problématiques et voir si voilà, un outil comme HubSpot ou une, euh, une référence peut-être un peu plus simple et plus locale peut être aussi suffisante. Et Mm. voir aussi, notamment dans l'expression des besoins, le côté durabilité. Est-ce que ça va tenir au moins 5 ans dans le temps? Est-ce que ça va être aussi utilisable pour les usages data? Donc, on peut pas répondre, mais effectivement, HubSpot fait partie des, Mm. des leaders sur le marché. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions?
peut-être au niveau des premiers chantiers, est-ce que Pierre, tu as plus d'informations à nous donner pour débuter et engager l'équipe? Alors, sur les premiers chantiers, ça va être déjà sur l'information. C'est-à-dire que déjà, faites une analyse de votre portefeuille client. En fait, hein, souvent, ça commence, enfin, ça doit commencer par là. Donc, le premier chantier, c'est comment dire, de sortir les données de votre système de facturation, qu'elles soient propres, et que vous puissiez vous faire rien que 2-3 graphiques pour voir ce qu'on a fait tout au début. Où est-ce que sont situés mes meilleurs paniers moyens? Sur quel secteur d'activité? Nous, quand on le fait pour des clients, souvent, ça vient confirmer des intuitions qu'ils avaient, mais ça les chiffre. Et ça n'a pas le même poids. Et l'humain, enfin moi y compris, on a tous des biais un peu cognitifs, c'est-à-dire qu'on se souvient des 2-3 clients avec lesquels ça s'est mal passé, on se souvient des 2-3 clients avec lesquels ça s'est très bien passé, mais on oublie parfois tous les petits clients qui font notre chiffre sur l'année. Et donc, de factualiser ça avec des données propres et de commencer à regarder de manière objective en fait, son portefeuille, ça va être la première étape. Et puis ensuite, c'est vraiment de ne pas foncer vers la technologie. On a l'air d'être des gens très, très branchés techno, en fait, pas du tout. Faut vraiment, nous, on écoute le métier en premier. Et donc, qu'est-ce qui peut vous être le plus utile? L'intendance suivra, quoi. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, on n'est pas limité par la technologie. Donc, posez-vous la question, quel est mon plus gros problème aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois optimiser, améliorer? Et puis la technologie suivra. Très bien. Alors, je viens d'avoir 3 questions. Donc, il y a Anna Reboux. Peut-on extraire des données à partir du LinkedIn pour cibler au mieux nos clients? Alors, ça va dépendre un peu des données. Alors déjà, rien que dans LinkedIn, vous pouvez déjà faire pas mal de choses pour cibler, en fait, hein. Donc là, c'est pareil, je crois qu'à la CCI, vous avez aussi des formations autour de ça, me semble-t-il. Pour déjà rien qu'au sein de LinkedIn, vous pouvez cibler des types de professionnels, vous pouvez cibler des gens qui sont à tel poste, etc. Donc il y a déjà pas mal de choses que vous pouvez faire via LinkedIn. Et puis après, alors effectivement, il y a une myriade d'outils que vous pouvez utiliser pour extraire des données, pour plus des données de contact. Ça va être moins des données de ciblage que des données pour ensuite contacter les personnes une fois que vous avez fait votre ciblage. J'espère que ça répond à la question, Anna. Alors, sur la partie, c'était extraire des données à partir de LinkedIn. Alors, pour moi, je pense qu'on peut extraire les données de nos contacts. Il faut voir techniquement comment c'est possible, mais j'ai déjà entendu que les personnes utilisaient cette fonction. Il nous reste 5 minutes. On a une question. Alors, c'est comment sourcer, comment cibler, trouver des données pour les sociétés qui exportent à l'étranger. Ouais, Voilà, les bases de données pour aller adresser l'export. ouais, on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a aussi des bases de données spécifiques qui existent. Alors là, il y a c'est pareil, une myriade d'acteurs qui vendent ce type de données. C'est plus compliqué là parce qu'on on trouve pas dans les données ouvertes ce type d'informations. Mais en revanche, il y a différentes entreprises. Et là, vous le tapez dans Google, je vais pas en conseiller l'une ou l'autre, hein, mais dont c'est le job d'aller constituer des bases de données spécialisées, en particulier sur la question que vous posez, et qui font ce travail très bien, où là, c'est de la veille économique, en fait, hein. Donc, ils passent leur année à passer des coups de fil, à se renseigner sur, voilà. Et ils revendent ces informations-là. Ces informations-là, je pense que la plupart du temps, elles vont être payantes. Oui. Mais elles sont disponibles. Ouais. Alors, une autre question. À quel stade êtes-vous en mesure d'accompagner les entreprises en B2C? Donc, je pense à de la maturité de l'entreprise avant la création, donc entre parenthèses études de marché, ou jeune entreprise, ou faut-il avoir déjà un historique de données au bout d'1 an ou 2? Ouais, alors on nous a souvent posé cette question-là, et c'est vrai que, alors nous on travaille sur la base de données en général, c'est vrai. On peut aussi comment dire, vous avez déjà une idée normalement de votre cible dès le départ. Et donc, à partir de cette idée de votre cible, ce que vous pouvez faire, et même par vous-même, hein, c'est utiliser les fichiers CCI, etc. Alors là, c'est pour du B2C, pardon. C'est utiliser plutôt donc les outils qui sont à votre disposition. Je ne sais pas si vous faites de la pub sur Facebook, etc. Et puis tester cette idée de cible que vous faites. C'est-à-dire, est-ce que concrètement, la cible que j'ai sur Facebook, que j'ai ciblée sur Facebook, est-ce qu'elle réagit bien aux pubs que j'ai envoyées? Et donc, il va quand même y avoir un moment besoin de recueillir des données, mais ça peut se faire au fur et à mesure, quoi, si vous voulez. Vous testez votre hypothèse de départ, entre guillemets, sur votre cible, hein, et puis vous la corrigez simplement mois par mois ou semaine par semaine. Donc vous pouvez y aller progressivement, en fait, dans ce schéma d'utilisation de données. En pratique, enfin, en pratique, je vous dis ça, mais
Nous, ça ne nous est jamais arrivé d'appliquer ces techniques-là sur des entreprises qui n'avaient pas encore de données. On a proposé ce genre de démarche et généralement, les clients les ont appliquées par eux-mêmes, en fait, hein. D'accord, J'espère que ça vous aide, c'est Véronique. très bien. Eh ben, écoutez, on n'a pas d'autres questions. Moi, ce que je vous propose, je vois qu'il y a des petits pouces qui se lèvent, donc apparemment, oui, ça répond. Ce que je vous propose, c'est voilà, Julie, si tu peux nous présenter comment on peut faire pour aller plus loin avec la CCI. Exactement. Donc, plusieurs possibilités pour aller plus loin avec les CCI des Pays de la Loire. Tout d'abord, on a un flash diag qui est disponible sur les sites. Vous avez le lien tout en bas qui permet d'évaluer sa maturité numérique et définir des axes de recommandation et des actions prioritaires. Donc, c'est un flash diag qui met à peu près 2 minutes et c'est vrai que ça vous permet déjà d'avoir des axes d'amélioration. Ensuite, la diapo suivante. Donc, on est, comme vous le savez, en partenariat avec la région des Pays de la Loire. Et donc, on a des dispositifs qui sont financés. Donc, je pense notamment, on a beaucoup parlé de CRM. On a une subvention régionale qui est Pays de la Loire Investissement Numérique et qui permet notamment de cofinancer et d'aider au financement de la mise en place, par exemple, d'un CRM. Donc, le montant minimum, c'est 5 000 euros, maximum 15 000 euros. Et donc, la région peut financer 50% de cette mise en place. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y a un autre dispositif qui s'appelle Pays de la Loire Conseil. Et là, du coup, ça vous permet aussi de mettre en place du conseil avec des consultants et d'avoir un cofinancement avec la région. Donc ces deux mises en place, ces deux subventions régionales qui sont quand même assez intéressantes quand on veut développer cet accès-là. On a un parcours sur mesure qui s'appelle Dynamique au sein de la CCI que vous connaissez sûrement aussi et qui vous permet d'aller plus loin sur beaucoup de thématiques. Donc évidemment, vous aurez les contacts de tous les conseillers numériques puisque en fonction du département dans lequel vous êtes, vous avez ces possibilités-là. Comme vous le savez aussi sur la diapo suivante, les CCI, on a un programme adapté tout au long de l'année. Donc on a comme ce matin des webinaires qu'on organise avec des partenaires, notamment ADN West, sur tous les aspects numériques. On a aussi des ateliers collectifs. Donc c'est vrai qu'avec la situation actuelle, on fait beaucoup de webinaires. On espère que on va revenir en présentiel rapidement, mais c'est vrai qu'on a ces possibilités-là. On fait des rendez-vous individuels sur du conseil numérique, de la formation continue, comme le disait Pierre, pour aller plus loin sur une journée, 2 journées, 3 journées sur des thématiques numériques, mais pas que. Et puis on a, n'hésitez pas à regarder sur chaque territoire des grands événements à chaque fois qui abordent ces thématiques du numérique et qui permettent aux entreprises d'être accompagnées sur leur transition digitale. Donc c'est vrai que c'est une journée, souvent 2 journées, et ça vous permet d'aller chercher un maximum d'informations et de vous acculturer sur ces domaines-là. Donc c'est vrai que c'est aussi très important. Et donc la dernière slide sur les différents conseillers numériques, n'hésitez pas, en fonction de la ville dans laquelle vous êtes, à conseiller, à appeler vos conseillers numériques pour aller plus loin et avoir des informations. On a cette année, avec les plans de relance, avec les aides régionales, départementales, etc., pas mal de possibilités pour vous accompagner et vous mettre en relation, c'est une des compétences de la ruche numérique du Mans, vous mettre en relation avec des entreprises qui pourront répondre à vos besoins. Donc n'hésitez pas surtout. Ce PowerPoint vous sera bien sûr envoyé par mail et donc vous aurez un questionnaire, comme le disait Alexis tout à l'heure, de satisfaction pour nous dire éventuellement voilà, ce que vous avez pensé de ce webinaire ce matin et également nous donner de l'information sur les webinaires que vous souhaiteriez voir en 2022 parce qu'on est vraiment à l'écoute et on construit notre programme avec vous, pour vous. Voilà pour ce qu'on avait à dire ce matin. Très bien, merci Julie. Moi de mon côté, je voulais remercier donc la CCI pour l'organisation et l'animation, et puis également CrossData, Pierre, Jean-Charles pour leur partage de leur expertise, et puis vraiment de manière concrète pour les TPE-PME. Merci à vous de l'invitation. Ouais. C'était très sympa. Merci à tous Merci les à tous. participants. C'était très chouette. Ouais. Bonne journée, du coup. Belle journée à tous. Bonne journée et à 2022. très bientôt. Au Bonne revoir. journée, merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.
suis revenu. T'es toute seule, Julie? Ah, je t'entends pas.